Ok, ben bonsoir ou bonjour à ceux qui vont regarder en replay. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau satsang, hein. Nous sommes fin du mois d'août au moment où j'enregistre cette rencontre. Entre parenthèses, il fait chaud en Italie, donc si à la fin vous voyez que je commence à devenir rouge et que je reluis, c'est juste parce que j'ai pas osé mettre le ventilo sur moi pour pas que ça fasse comme ça dans votre son et que ce soit désagréable. Mais du coup, je risque de chauffer un peu durant notre moment ensemble. Ok. Ben, je propose parce que bon, ben, j'ai papoté quelques minutes avec les membres présents en direct et du coup j'ai mangé déjà quelques minutes. Donc je propose qu'on passe directement à l'enseignement et ben, comme je vous ai promis, faisons une petite invocation ensemble. Puisse Ishvara nous protéger tous les deux, puisse-t-il nous nourrir tous les deux, puissions-nous étudier ensemble avec énergie. Puisse notre étude être lumineuse et fructueuse, puissions-nous ne nourrir aucune hostilité l'un envers l'autre. Paix, paix, paix. Donc, Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà. Remettons-nous dans les mains d'Ishvara. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est vraiment psychologique pour nous. Mais ça a toujours été lui qui décidait ce qui allait se passer. Nous étions arrivés dans le livre de James, donc au 53e verset, la page 73 du PDF, toujours du livre Une conscience ordinaire. Je me rafraîchis 2 secondes la mémoire. On est dans le sous-chapitre OK, réalité sans somme. La réalité sans somme fait évidemment référence à Atman, le soi que nous sommes. Et Satya, évidemment, la réalité absolue. Alors, ce 53e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Shankara nous dit? Le Bihar... Oh là là, désolé ma prononciation. Brihadaranyaka Upanishad déclare que le soi, l'essence de tout, est sans limite. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous faire une explication crash course, c'est assez évident. Le monde existe en supposant la présence d'organes sensoriels et d'un esprit, mais ce qui semble exister est effectivement inexistant. Je relis quand même ces deux phrases, enfin non, cette phrase, ces 2 lignes, pardon, parce que déjà, James, comme d'habitude, démarre au quart de tour avec des réflexions où on pourrait déjà s'arracher les cheveux. Donc le monde existe en supposant la présence d'organes sensoriels et d'un esprit. Donc en gros, pour moi, faire l'expérience du monde, donc cette réalité-ci, ben évidemment, j'ai besoin d'organes sensoriels et d'un esprit qui décode. On a vu que les organes sensoriels sont là pour expérimenter cette réalité transactionnelle, mais j'ai aussi besoin du mental pour faire le décodage, évidemment, de ce que mes sens perçoivent. Donc, le monde existe en supposant la présence d'organes sensoriels et d'un esprit, mais ce qui semble exister est effectivement inexistant. En gros, ne vous fiez pas aux apparences. Ce qui semble réel ne l'est pas tant. Bien que tout dans le monde soit limité, cela n'implique pas que le soi soit limité, car il n'y a aucune connexion réelle entre le monde et le soi. Ben oui, ça c'est un petit peu, pour reprendre l'analogie du rêveur, quand vous rêvez, vous êtes la source qui émettait ce rêve, mais est-ce qu'il y a un lien vraiment entre les deux, entre celui qui dort et le rêve? Ben oui et non. Dans le sens, ce qui se passe dans le rêve ne va pas du tout influencer le rêveur. Ça va pas le transformer. Donc il n'y a aucune connexion réelle entre le monde et le soi. S'il y en avait une, la liberté serait inatteignable, car les deux se modifieraient mutuellement. Donc si le monde était limité, ben forcément, ça veut dire que toutes mes actions sont limitées, ce qui est le cas. En tant qu'être humain, mes actions sont limitées, mais si je n'étais que cet être humain et pas le soi illimité, ben du coup, en fait, allez, je ne sais plus rien faire, je suis coincée dans ce monde.
Les sentiments de limitation, d'amour, de temps, de connaissance, de pouvoir, de renommée, de santé et ainsi de suite proviennent de l'incapacité à distinguer entre le soi et les objets subtils et grossiers qui apparaissent en lui. Donc en gros, pourquoi je me prends pour quelqu'un de limité, peu importe où je regarde, que ce soit ma santé, que ce soit mon environnement, mon travail, mes amis, ma famille, etc. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à distinguer ce que je perçois avec ce que je suis réellement. Ce que je perçois, ce sont des objets limités dans un espace de transaction limité, alors que moi, je suis le soi illimité. Et donc, c'est pas parce que je fais l'expérience de ces objets que ça apparaît en moi, pour reprendre, la précision du Vedanta, ça apparaît en moi en tant que conscience, et donc je ne fais pas la distinction. Et ça, c'est évidemment mon ignorance qui crée ça, mais mon ignorance aussi au niveau macro, à savoir l'ignorance qu'est Maya, les voiles qu'elle vient projeter pour faire en sorte que je m'en rende pas compte, tout simplement. Parce que le but du jeu, c'est pas que l'humain se rende compte du truc par rapport à Maya et par rapport à cette réalité transactionnelle, parce que sinon il n'y a pas de jeu. Dès le départ, tu sais qui tu es, mais alors il n'y a plus de jeu, quoi, évidemment. Il faut qu'on se pense limité, qu'on se prenne pour des humains. Peut-être que sans limite n'est pas le meilleur terme pour le soi, car il suggère l'immensité ou la magnitude, des concepts qui attirent les égos insécurisés. Non modifié est plus approprié. Le soi reste inchangé au milieu des événements. Il semble seulement changer à cause de Maya. Donc voilà, vous pouvez par exemple ici considérer Maya comme un jeu d'optique, tout simplement. Et ce qu'il dit ici aussi, une notion importante, c'est qu'on dit, allez, que Atman, le soi, est sans limite. Évidemment, quand on déclare cela, ça vient en contraste avec ce monde limité. Mais c'est vrai que, attention au terme, ça ne veut pas dire qu'il est sans limite par rapport à une référence de construction. C'est plutôt qu'en fait, il est non modifiable. On pourrait dire immuable. Le soi ne subit aucune transformation. Et c'est pour ça qu'il est illimité. Mais ce n'est pas une question de géographie ou une question de j'allais dire vastitude, je trouve plus le mot en français, vastitude, ça, c'est très beau. C'est pas une question de territoire. Je ne sais plus comment dire en français, ça me vient pas. Verset 54. Le monde sert des buts pratiques, mais il ressemble à un rêve, perdant toute utilité dès que l'on dort ou que l'on rêve. Ben oui, donc pareil, le monde est super important, notre existence c'est super important, dans le sens on y consacre toute notre énergie, notre attention et tout notre système émotionnel, alors que au final, quand on dort d'un sommeil profond ou quand on rêve, quand on rêve on est projeté ailleurs, tout d'un coup le monde n'a plus aucune importance, zéro. On ne se soucie pas de ce qui va se passer. Étudier le Vedanta sans enseignant, non seulement sape son but, mais est risqué, car l'ego peut exploiter ses enseignements pour nier des problèmes personnels ou gagner sa vie comme coach ou thérapeute et passer à côté du point essentiel, ce qui prive l'ego du flux constant de félicité et d'amour qui est sa vraie nature. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il explique là? Et c'est ce qu'on voit beaucoup. Tu as des gens qui abordent le Vedanta comme une philosophie, comme quelque chose, ok, je vais voir ce que ça dit, je vais voir si ça me parle. Et puis évidemment, il y a toutes ces grandes phrases, je suis cela, etc., qu'on va reprendre, évidemment, parce que ça fait du bien, ça rassure. Mais le problème, c'est que si t'as pas, comme je disais tout à l'heure avant d'enregistrer, une vue à 360 degrés, donc construite, et que tu connais pas la nature réelle de ce que tu es, dans son ensemble, parce que c'est pas le tout de savoir qu'il n'y a qu'une seule conscience et que cette réalité, in fine, est non duelle. Il y a plein d'étapes, il y a plein de choses à comprendre. Entre eux, il faut remplir les trous de ces interrogations et de sa compréhension pour vraiment atteindre Ananda, en fait. Parce que sinon, on est juste en train, effectivement, de faire
à la limite, le coach spirituel ou du dev perso, t'inquiète, tout va bien, tu es immortel, tout est un, etc., etc. Mais on voit bien, hein, d'ailleurs, dans l'expérience, que ce système est un peu bancal parce que dès qu'il arrive un gros stress, euh, on peut très très vite être complètement réabsorbé par la vie, tout simplement, hein. Vous le vivez vous-même, quand on s'engage comme ça dans les enseignements du Vedanta, ça secoue, hein, parce que ça vient chercher justement nos conditionnements, etc. Et, et comme il y a une volonté, en fait, de votre part, ben, d'arriver à la fin de cette quête et à moksha, ben forcément, tout ce qui est le plus liant chez vous va remonter à la surface. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde de cause à effet, dans une réalité de cause à effet, donc la loi du karma. Et donc, là où vous projetez votre attention, c'est ce que vous nourrissez. Et donc, il y a une réelle loi d'attraction. C'est pas pour autant on obtient tout ce qu'on veut, je suis bien d'accord, mais forcément, plus on donne son attention sur quelque chose, plus les événements se mettent en place. De la même manière que plus je vais envoyer des CV, je vais accumuler les chances d'obtenir finalement un job. Maintenant, le job n'est pas garanti dans la semaine ou dans le mois, etc. Ça, c'est sûr. Mais donc, plus vous étudiez le Vedanta, plus vous êtes dans cette recherche spirituelle d'arriver à la fin de la quête, plus euh, les règles du jeu qu'Ishvara a mis en place, donc le karma, action-réaction, cause-effet, plus vous provoquez en fait ce qui est nécessaire pour vous détacher de vos liens, parce que c'est vos liens les plus profonds qui vous maintiennent dans l'ignorance en fait. Pourquoi? Parce que vous y êtes très attaché. Et c'est humain, hein, c'est normal, hein, il y a aucun problème chez vous, hein. Je, 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 je fais attention à ce que je dis parce que n'allez pas vous trouver des tares, vous êtes juste en plein fonctionnement humain et c'est tout à fait logique. On parlait la fois passée des enfants. Les enfants se créent une personnalité et forcément il y a un attachement naturel à sa propre personnalité, à son personnage. Et cet attachement, attention, c'est aussi bien de l'amour que de la haine, hein. Parce que certaines personnes ne s'aiment pas, d'autres s'adorent, mais au final, ce sont les deux faces d'une même pièce. Que ce soit je m'aime dans telle circonstance, oh, je suis vachement sympa, je suis une fille, elle est super généreuse, je suis ceci, cela. Ou, allez, le contraire, putain, j'ai encore dit un truc qu'il fallait pas, je suis nulle, là, là, là. C'est les deux faces d'une même pièce. À chaque fois, je déclare, je suis ça en fait. À chaque fois, je suis hyper attachée à mon personnage. Et je m'identifie complètement à ce personnage et évidemment à son système émotionnel, à ses actions, à tout ce qu'il dit, etc. Et donc, pour atteindre moksha, il faut briser ces liens en fait. Dans le sens, arrêter d'être attaché à ce personnage à tout prix. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens qui arrivent dans la sangha au début, ils sont invités à regarder le cours de base, donc les 10 vidéos, je pense que c'est 10 qu'il y a des vidéos courtes, mais qui sont justement allez, directes sur le point à examiner. Et une des vidéos, c'est de grâce, quand vous arrivez à ce stade-ci, foutez la paix à votre personnage. Arrêtez d'essayer de le réparer, de le corriger, etc., etc. Observez, comprenez, parce que ça, c'est vraiment des atouts de comprendre, tiens, pourquoi il réagit comme ci, comme ci, comme ça. Mais rien que le fait d'être dans cette observation, vous prenez déjà un recul énorme, en fait. Et surtout, acceptez-le tel qu'il est. Arrêtez donc de juger, critiquer. Pratiquez un amour inconditionnel envers vous-même, envers votre personnage. Et ça permet en fait de se désengager de ce amour-haine, de cette relation amour-haine entre vous et vous en fait. Et c'est hyper important. Et donc forcément, il y a plein d'identifications, donc des liens, des attachements qui sont inconscients. Et alors c'est ça qui vous révèle en fait. Allez, par exemple, moi j'avais allez, encore ce modus operandi de vouloir être comprise par ma famille, etc. Parce que j'ai toujours été le mouton noir, j'ai toujours, allez, été complètement à l'opposé de ce qu'on attendait de moi, etc., etc. Et du coup, il y avait ce côté Delphine, allez,
blessure de rejet, machin, et donc toujours à m'expliquer, m'assurer que j'étais bien comprise, qu'on m'aime pour ce que je suis. Et alors, il y avait tout ce schéma-là, quoi. Et c'était super intéressant de voir justement à quel point je tenais à la Delphine avec son histoire et son historique avec sa famille, etc., 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 quoi. Et alors, forcément, Ishvara, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il t'envoie la sauce. Tiens, vas-y que t'es incomprise, vas-y que t'es rejetée, vas-y que t'es critiquée, vas-y que... Et hop, et tu t'en prends, tu t'en prends, tu t'en prends. T'es au bout de ta life et tu te demandes ce que t'as bien pu faire, machin, pour mériter ça et personne ne m'aime, en mode Calimero. Et ça permet justement d'aller voir où sont encore ces attachements, quoi. Et où est-ce que encore je me prends à fond pour cette personne vulnérable qui a un problème, etc., etc., quoi. Donc voilà ce qui se passe très concrètement. Mais du coup, voilà pourquoi un enseignement complet est important. Parce que si on débarque et qu'on vous dit vous êtes cela, vous êtes le soi, ben quand maman arrive et qu'elle t'envoie son lot de reproches et de critiques et de machin et pour la énième fois, ben forcément sur le moment, allez, avec des attachements aussi puissants, c'est pas le moment où tu vas dire oh je suis cela, oh je suis inatteignable, machin truc. Ça marche pas comme ça évidemment et vous l'aurez compris de toute façon par vous-même de toute façon. Donc voilà. Voilà pourquoi euh, étudier du Vedanta à gauche, à droite, comme ça, sans un enseignant qui vient vous expliquer tout ça, qui vient développer tous ces points qui sont fondamentaux, en fait, ben, du coup, ça sabote allez, les détachements. Le chemin vers le soi passe par la personnalité. Ben voilà, exactement ce que je viens de dire, qui nécessite une transformation. Et par l'esprit qui a besoin d'expansion. Sinon, il se réinventera continuellement à la recherche d'une identité satisfaisante. Ben oui, parce que le problème, c'est que si on t'explique pas tous ces mécanismes, tu vas juste jouer au caméléon. Tu vas juste passer d'une personnalité à une autre. Plutôt que de tenir celle-là, celle qu'on t'a donnée dès le départ, et d'aller travailler avec ça, avec ce que tu as en main. Et c'est ça où on voit, allez, des gens qui tout d'un coup deviennent spirituels, ils s'appellent différemment, ils commencent à s'habiller différemment, ils commencent à parler plus lentement, la bouche en cœur, etc., etc., etc. Et donc, il y a le costume du maître spirituel qui vient être endossé. Et donc, en fait, on a juste switché d'une personnalité à une autre. Mais vous pouvez être sûr, quand vous voyez ces mécanismes, qu'il y a tout autant d'attachement pour le Jiva, le personnage qui joue le jeu à l'intérieur, par rapport à ce nouveau personnage, en fait. Donc la problématique va revenir lui péter à la figure à un moment donné ou à un autre, ça c'est sûr. C'est pour ça que James dit souvent, et ça me fait toujours mourir de rire, vous m'avez certainement déjà entendu le dire, mais quand il voit allez, certains enseignants spirituels, il dit toujours, va mettre un jeans et un t-shirt et va travailler au McDo quelques mois, ça te fera du bien et après tu reviens. Dans le genre, reviens un petit peu les pieds sur terre, dans ton personnage de départ, celui que je vais t'a donné à la naissance, et compose avec ça. T'as pas besoin de repartir sur un autre personnage. Il y a pas besoin de... Parce que oui, il parle de transformation, bien entendu, mais dans le sens travailler sur le personnage de départ, quoi. La personnalité se transforme quand le Vedanta est pratiqué traditionnellement, en commençant par Karma Yoga. Donc là, il est très clair, la personnalité se transforme quand le Vedanta est pratiqué traditionnellement, en commençant par le Karma Yoga. Donc Karma Yoga, on donne ses actions à Dieu. C'est ok d'avoir des désirs, c'est ok de faire des choses, c'est ok de vouloir obtenir des choses. Donc on passe à l'action, on fait ce qu'on a à faire, mais on sait que les résultats ne dépendent pas uniquement de nous. Bien sûr, comme je disais, si on a envoyé pendant des mois des CV, il y a beaucoup de chances que le monde renvoie la balle dans l'autre sens. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas que votre action ne pèse absolument rien dans la balance. Enfin, vos actions au pluriel. Par contre, vous n'avez aucune garantie parce que l'effet de l'autre côté, donc cause effet, action, réaction, ben, la réaction de l'autre côté ne dépend pas uniquement de vous.
quand j'envoie un CV, ça dépend pas uniquement de moi d'obtenir le job. Sinon, j'en envoie un, c'est fait, j'ai le job, je commence lundi, je salue le directeur. J'ai décidé que je commençais aujourd'hui, monsieur. Bonjour, moi c'est Delphine. Ce serait gag, n'empêche, de pouvoir décider à ce point-là. Mais ça dépend évidemment ben, de la secrétaire qui va recevoir notre CV, du directeur, de son humeur, de est-ce que sa femme a été gentille ce matin-là avec lui, etc. Il y a un million de facteurs en fait. Il y a un million de facteurs. Donc c'est là où le karma yoga nous dit de lâcher. Et ça, pourquoi ça change en fait? Pourquoi c'est la première grosse étape? Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Pourquoi Karma Yoga transforme à ce point-là le personnage et purifie l'esprit, en fait? Pourquoi? Parce que ça remet très concrètement les choses à leur place au niveau de nos propres responsabilités. Pourquoi on a un rapport amour-haine avec soi-même? Parce qu'on est tout le temps en train de se critiquer et de pas être content avec soi-même. Et c'est souvent dans des situations par rapport aux résultats de notre existence. Ah, un tel m'a dit ça, allez, ou il s'est passé ça, etc. Et je suis tout le temps en insatisfaction. Alors que le karma yoga, c'est, ok, agis, mais tu sais pas ce que tu vas avoir en retour. Et ce que tu auras en retour, tu dois le considérer comme un cadeau d'Ishvara, que ce soit positif ou négatif. Parce que même ce qui est négatif pour nous, Ishvara, lui, n'a pas cette notion de positif et négatif. Lui, c'est juste action-réaction. C'est juste, comme je disais, un milliard de paramètres qui entrent en compte. Et aussi, c'est une vue collective. Pas une vue juste Delphine ou Pierre ou Paul ou Jacques. C'est toujours l'ensemble, en fait, qui prime. Pas les desiderata de Bibi. Et donc, Karma Yoga permet de se décharger d'un énorme poids aller au niveau des responsabilités, quoi. Je sais que je ne suis plus responsable de ce qui m'arrive. Tout le contraire, justement, de ce qu'on entend chez certains New Age et parfois Néo. Quand on nous dit, tu crées ta réalité. Ah, il t'est arrivé une couille, c'est toi qui as créé ça. Va dire ça à une maman qui vient de perdre son enfant, non, quoi. Elle n'a pas du tout créé cette réalité-là. Soyons bien d'accord, soyons bien clairs. De la même façon, vous gagnez au loto demain. Je vous le souhaite tous. On l'a tous rêvé au moins une fois dans sa vie. Mais vous n'avez pas créé cette réalité non plus. Que ce soit clair. Et c'est d'ailleurs marrant hein, quand vous observez le truc, parce que quand il nous arrive un truc positif, ah, ça c'est la grâce de Dieu. Mais quand il arrive un truc négatif, ça, oh, il n'y a plus rien qui fonctionne et hop, tout d'un coup, ce n'est plus la grâce de Dieu. Alors qu'en fait, c'est tout le temps la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes règles, allez, karmiques, ces lois karmiques qui sont actives et qui sont aux commandes. Que vous viviez un événement heureux ou pas. Que vous gagnez au loto ou que votre époux vous plaque, c'est toujours les circonstances qui sont en train d'agir en fait. Donc la personnalité se transforme quand le Vedanta est pratiqué traditionnellement, donc avec les deux critères que je viens de vous dire. Hein. On n'attend rien par rapport aux résultats et les résultats eux-mêmes sont vus comme des cadeaux. Pourquoi? Parce que le Vedanta est clair, tout ce qui entre, reste et sort de votre existence, c'est Ishvara qui est aux commandes et c'est cadeau. Cependant, cette transformation doit provenir d'une conviction ferme en la puissance de la connaissance pour inspirer le changement, non des caprices de l'ego acteur-jouisseur. Donc ça veut dire quoi? Il faut bien entendu appliquer le karma yoga parce qu'on a confiance en lui, au système et à ce que le Vedanta nous demande d'appliquer. Parce que si on applique le karma yoga, et c'est marrant, hein, ça vient je viens d'avoir un souvenir qui me revient. J'avais fait une fois un coaching, j'avais obtenu un coaching avec Franck Lobvet. Je vous parle de ça il y a vraiment des années, des années, des années. Et comment je l'aimais bien parce qu'il était très très cash et moi j'ai pas peur qu'on me bouscule donc et alors à l'époque j'avais allez une maladie etc qui revenait tout le temps des abcès et tout je n'en suis toujours pas quitte c'est quelque chose que je traîne depuis plus de 30 ans enfin soit
Et j'étais dans une période de crise, hein, parce que comme toutes les maladies qui durent comme ça, allez, qui sont très peu connues et qui n'ont pas encore trouvé de solution, ben, il y a des périodes de crise ou des moments où c'est beaucoup plus inflammatoire et où c'est vraiment handicapant et douloureux. Donc, c'est pas gai, en gros. Et j'étais dans une période où j'en avais vraiment marre de ça. Et donc, je tombe sur un coaching avec Franck Levet et je lui dis à l'époque, allez, je dis oui, allez, je voudrais que, bah, que tu me dises un petit peu ce qui se passe parce qu'à l'époque, j'avais encore cette croyance aussi moi-même que ben, je créais ma réalité, qu'il y avait un problème avec moi et que je pouvais agir en fait sur ces abcès. Et donc, et là, Franck Lobvet, quand j'ai dit oui, j'ai tout essayé, l'énergétique, les machins, et même laisser tomber, lâcher. Et là, il a relevé tout de suite, il a bondi sur le truc, et il m'a dit, oui, mais quand t'as lâché pour obtenir. Et sur le moment, j'ai même pas compris. Mon cerveau était tellement fermé, tellement dans son trip. J'ai même pas compris ce qu'il m'a dit. J'ai dit quoi? J'ai dit, ben non, j'ai vraiment lâché. Il dit non, t'as lâché pour obtenir. C'est pas ça lâcher. Et c'est vraiment après le direct, parce que c'était un coaching de groupe, mais c'était des petits groupes qui faisaient à l'époque, on était 7, 8, quelque chose comme ça. Et donc chacun son tour, on passait. Et puis donc le live s'est terminé et tout. Et j'avais droit au replay et j'ai repassé le truc. Il a fallu une semaine et que je me le repasse 4 fois pour que mon franc tombe. Et je dis, ben merde, il a raison, c'est vrai, j'ai abandonné pour obtenir le truc. Et donc ici, c'est exactement ça. Là où James nous met en garde, en fait. Vous devez le faire parce que vous y croyez, parce que, allez, de nouveau, un minimum de confiance, de foi dans les enseignements et les techniques qui sont proposées. Ici, le karma yoga, pas pour obtenir absolument. C'est vraiment un saut dans le vide au début en disant, bon, ok, c'est ce qu'il faut faire, je fais et je vais voir ce que ça va donner. Tandis qu'ici, donc c'est ça qui dit, cette transformation doit provenir d'une conviction ferme en la puissance de la connaissance pour inspirer le changement, non des caprices de l'ego, acteur jouisseur. Ça, c'est des termes très védantiques, j'ai envie de dire. L'ego, c'est celui qui agit. Donc l'ego, attention, c'est pas juste parce que ça aussi dans le New Age, etc. L'ego est souvent compris comme le petit capricieux, et l'homme à abattre en général, alors que non. Pour le Vedanta, l'ego, donc dans votre corps subtil, hein, pour rappel, il y a le mental où sont projetés tout le système, où est projeté, pardon, tout le système émotionnel, donc les émotions, les pensées, les souvenirs. Ensuite, il y a l'intellect. Ça, c'est votre outil de discernement, hein, ce qui vous permet de réfléchir, d'analyser, de faire des introspections, etc. Et puis, il y a l'ego. Et l'ego, en fait, c'est ce qui est toute votre individualité et c'est ce qui fait que vous vous prenez pour une personne séparée très concrètement du reste du monde, quoi. Allez, et c'est ce qui fait que vous avez des désirs aussi, l'ego. Parce que comme vous vous prenez pour un être humain séparé, et ce qui est tout à fait sain, parce que vous avez de toute façon le corps d'un être humain, donc autant se prendre pour un être humain, parce qu'imaginez que votre ego soit tordu et que vous vous preniez tout d'un coup de main pour une baleine, il y aurait effectivement un gros problème. Donc votre ego fonctionne absolument bien, il vous fait vous croire, vous prendre pour un être humain. Enfin, au moment où je dis ça, je pense à tous ces gens qui se prennent pour des licornes ou je sais pas tout quoi. Bon, force est de constater qu'il y a parfois des erreurs de production. Pardon. Bref, il y a des couacs qui peuvent arriver. Mais bon, l'ego est un outil, allez, parfait de notre machine en tant qu'être humain. C'est tout à fait OK de se prendre pour un être humain. Et alors, c'est ce qui fait qu'on se prend pour l'acteur jouisseur, à savoir acteur, ben, je suis celui qui fait les trucs. Alors qu'en réalité, je suis juste une marionnette dans un système très très bien ficelé, allez, avec toutes les pièces qui je mis dans le système. Et donc, je suis un acteur et je suis un jouisseur. Je suis celui qui profite grâce à mes 5 sens, qui expérimente le monde, etc. Et donc, je m'identifie à cet acteur jouisseur extrêmement limité. Et ça, c'est l'ego. C'est vraiment la fonction de l'ego qui fait que vous vous preniez pour ce personnage limité, acteur, jouisseur. Donc ça, c'est important de comprendre qui fait quoi.